On n'est pas en train de dire que la technologie va tout sauver. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'on a les éléments qui montrent que les solutions existantes peuvent aujourd'hui déjà faire une énorme marche du chemin. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce podcast Futura, dédié aux initiatives positives et à impact, va explorer le sujet de l'innovation au service du développement durable. Selon Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, près de la moitié des réductions d'émissions permettant d'atteindre un niveau zéro d'ici 2050 devraient provenir de technologies qui ne sont pas encore sur le marché. Ce fameux net zéro, c'est-à-dire quand les émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme seront équilibrées par leur élimination de l'atmosphère, est vivement recommandé par le GIEC pour limiter le réchauffement de la planète et éviter les effets catastrophiques du changement climatique. Net Zero, c'est aussi le nom d'une start-up française qui vient d'annoncer une levée de fonds de 11 millions d'euros, un record pour une climatech européenne, pour le déploiement à grande échelle du biochar, une solution reconnue justement par le GIEC, comme capable d'extraire du carbone de l'atmosphère pour des centaines d'années. Axel Reynaud, le cofondateur de cette start-up accélérée au 3D Experience Lab, le centre d'innovation de Dassault Systèmes, est donc mon invité aux côtés de Philippine de Tserclas, directrice du développement durable de Dassault Systèmes. Bonjour Philippine. Bonjour. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, en introduction, j'ai utilisé un mot qui a dû en interpeller plus d'un ou d'une, le biochar. Quel est le principe de cette solution, semble-t-il miracle ? Le biochar, c'est en fait une solution un peu vieille comme le monde qui a été remise au goût du jour récemment. En fait, c'est du carbone qui a été capté par des plantes, par photosynthèse, puisque les plantes, pour leur croissance, captent du CO2, rejettent de l'oxygène et gardent le carbone pour se constituer. À peu près la moitié du poids sec d'une plante, c'est du carbone. Et le biochar, en fait, c'est du carbone qui a été extrait de végétaux, qui a été stabilisé par un procédé qui consiste à chauffer à très haute température sans oxygène. Et ça ressemble en sortie à une espèce de poudre de charbon. C'est fait dans des conditions un peu différentes, mais c'est du carbone assez pur. Il y a en fait deux propriétés. Une propriété de stabilité, sauf si on le brûle, en fait on peut en faire à peu près n'importe quoi, il ne va plus jamais se dégrader. Et par ailleurs, ça a une propriété d'amélioration de la qualité des sols. Et c'est ça qui nous a intéressés pour Net Zero, en se disant finalement, on a une solution qui consiste à enlever du carbone de l'atmosphère, puisque la plante a capté du CO2. Si on n'avait rien fait, la plante à un moment donné se serait dégradée, aurait terminé brûlée, aurait pourri et le carbone serait reparti dans l'atmosphère. Mais là, on l'a extrait et stabilisé. Et donc, premier intérêt, on l'a pour très longtemps sorti de l'atmosphère. Et deuxième intérêt, on en fait quelque chose d'utile. C'est ça qui nous a intéressés et la question est évidemment comment on va déployer cette solution à grande échelle. Oui, c'est ça, ce que vous disiez, en fait, c'est pas quelque chose qui est très nouveau. Par contre, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui fait que ça donne tout son intérêt actuellement? D'abord, la science a évolué autour du biochar. Il y a eu beaucoup d'études depuis une vingtaine d'années, à la fois pour comprendre les intérêts climatiques et les intérêts agronomiques. Et donc, ce qui était une solution un peu découverte empiriquement par les hommes il y a plusieurs milliers d'années, parce que mettre des résidus de bois brûlés dans le sol était déjà connu de populations il y a très longtemps, notamment précolombiennes, notamment dans des sols pauvres. Et ils s'étaient aperçus qu'en mélangeant des résidus de bois brûlés, on améliorait la qualité des sols. Mais en fait, on ne comprenait pas très bien pourquoi, et donc ça, c'était beaucoup étudié. Et puis, le sujet climatique n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et la solution biochar en tant que solution pour enlever du CO2 de l'atmosphère a été vraiment étudiée depuis une dizaine d'années et validée par le GIEC en 2019. Donc c'est à la fois quelque chose d'ancien, dont on a quand même compris au travers de la science qu'il y avait des manières plus ou moins intéressantes de le produire. Et voilà, et maintenant on a un produit qui est très connu, très validé et une solution disponible. Cette solution, on peut l'utiliser partout dans le monde ou où est-ce que ça a l'intérêt? Parce que j'ai vu que dans vos activités, vous intervenez beaucoup dans les zones tropicales. Pourquoi les zones tropicales et pourquoi pas en Europe ou ailleurs? Dans les zones tropicales, il y a un certain nombre de caractéristiques qui rendent en fait la production et l'utilisation du biochar particulièrement intéressantes. D'abord, les tropiques, c'est la zone de la photosynthèse sur la Terre. C'est là où les rayons du soleil tapent tout le temps, c'est là où ça pousse toute l'année. Et donc la production de biomasse est beaucoup plus importante que dans nos climats tempérés où il y a, en ce moment c'est l'hiver, et ça pousse beaucoup moins. La deuxième chose, c'est que les sols dans les zones tropicales, en raison justement du fait qu'il fait toujours chaud, en fait, ces sols sont dégradés et sont relativement pauvres, relativement acides, ont des difficultés à retenir les nutriments.
Et donc, c'est des sols qui, quand on leur adjoint ce fameux biochar, vont avoir une réponse particulièrement forte et vont permettre d'augmenter les rendements agricoles de manière très supérieure à ce qu'on pourrait observer ailleurs. Donc, on a d'un côté de la production de biomasse, qui est notre matière première pour produire le biochar, et deuxièmement des sols qui vont particulièrement bien réagir. Donc ça, c'est un peu l'équation magique. Ce qu'il y a en plus dans les zones tropicales, c'est que c'est quand même beaucoup des pays du Sud qui n'ont pas de filière de valorisation des déchets agricoles. Nous, on utilise uniquement des déchets agricoles pour produire notre fameux biochar. Et très souvent, dans ces pays, les résidus agricoles sont brûlés ou sont juste épandus dans les champs, jetés dans un trou, jetés dans une rivière et n'ont pas de valorisation. Et donc, nous, finalement, on va chercher de la biomasse qui a capté du CO2 et dont personne ne fait rien. Ce qui permet, d'une part, de l'avoir à très bas coût et deuxièmement, de résoudre des problèmes de santé publique parce que ces tonnes de biomasse, ces milliers, ces millions, ces milliards de tonnes, c'est difficile d'imaginer la quantité de résidus qu'il y a, accumulés, ça fait des maladies. Quand on le brûle, ça fait des pollutions. Tout le monde voit ces images régulièrement en Inde de Delhi ou du Taj Mahal dans un espèce de nuage. C'est les agriculteurs qui brûlent les résidus de canne à sucre ou de riz. Et donc, dans les pays du Sud, il y a un intérêt particulier, en plus, pour cette raison de non-valorisation de résidus agricoles. Vous proposez justement la valorisation par le biochar avec des unités de production. C'est des petites usines qu'on installe justement sur les zones. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en termes de solutions techniques? Nous, on propose en fait une solution complète de bout en bout qui va depuis la collecte des résidus, leur stockage, leur pré-traitement, la production de biochar et puis ensuite l'utilisation du biochar par les agriculteurs, donc plutôt tout ce qui est support, formation, etc. Et puis la certification des crédits carbone qui correspondent en fait au carbone enlevé de l'atmosphère et leur commercialisation. Et donc, ce qui est nouveau dans notre solution, c'est au cœur, c'est une solution technologique très adaptée à ce qu'on cherche à faire. C'est compliqué d'avoir une production industrielle au milieu de zones rurales de pays du Sud, parce qu'il n'y a pas de compétences industrielles, parce qu'il n'y a pas de compétences techniques. Et donc, il faut un hardware et un software particulièrement adaptés, à la fois très simples et robustes et faciles à maintenir, mais aussi très sophistiqués, très connectés, qu'on peut suivre à distance, qu'on peut piloter à distance. Et donc, nous, on a développé cette solution technologique au cœur. Et puis ensuite, il faut être capable de faire fonctionner toute la chaîne de valeur. Parce qu'il ne suffit pas juste d'installer une machine quelque part pour qu'il y ait un business qui tourne, pour que tout le monde y trouve son intérêt et pour que la solution puisse, disons, s'installer dans la durée. Donc nous, on amène une solution complète de bout en bout. Cette solution, vous l'avez développée en partie en collaboration avec Dassault Systèmes. Pourquoi et qu'est-ce que vous a amené cette collaboration? Nous, ce qu'on cherche à développer, c'est donc des petites usines très efficaces, très automatisées, en utilisant un principe qui est connu depuis très longtemps, la pyrolyse, mais dont la mise en œuvre est très particulière vu la géographie où on opère et notre business model. Et donc, en fait, il a fallu réinventer le système de production de biochar adapté à ce qu'on veut faire. Avec des paradoxes, puisqu'on veut quelque chose qui soit simple, facile à installer, facile à maintenir, pas cher, mais en même temps sophistiqué, avec beaucoup de logiciels, beaucoup d'automatisme, beaucoup de capacité d'opération à distance. Et ce qui nous a intéressé dans la solution de Dassault Systèmes, c'était cette capacité à en fait concevoir et simuler notre système cible avant de commencer à le déployer. Et donc, on a commencé à travailler avec la solution de Dassault Systèmes sur notre génération 1 de système. Et là, on termine le développement de notre génération 2 qui était entièrement conçue sur les systèmes de Dassault Systèmes. Philippine, vous, de votre côté, en quoi Net Zero intéressait Dassault Systèmes et sa solution? La raison pour laquelle des startups comme Net Zero et Net Zero en particulier nous intéressent chez Dassault Systèmes, c'est parce que en tant que fournisseur de logiciels, on a à cœur, le cœur de notre mission, c'est d'accélérer l'innovation et en particulier celle qui permet d'harmoniser les produits, la nature et la vie. C'est notre raison d'être et aujourd'hui, on y arrive et on accélère cette transition et cette transformation de l'ensemble de nos clients, mais de notre écosystème plus largement, grâce à des collaborations avec des startups, notamment d'innovation sur ces nouvelles technologies. Et je pense qu'au-delà de ça, au-delà de ce qu'Axel a rappelé sur le principe de Net Zero, on a effectivement également un ADN commun. C'est-à-dire qu'on croit à la science et on fait en sorte d'accélérer l'innovation et la mise en place de nouveaux process à travers la science.
Pour qu'on comprenne un peu mieux aussi justement l'action d'Assosystèmes en faveur du développement durable, sur quel pilier repose votre stratégie de durabilité? On a une stratégie qui repose sur 2 piliers principalement, ce qu'on appelle le footprint et le handprint. Donc tous, on cherche à être totalement exemplaire dans notre footprint, donc dans notre propre empreinte carbone. Pour cela, encore une fois, comme on est une entreprise scientifique, on s'appuie sur les Science-Based Targets pour lesquels on a pris des ambitions très fortes de réduction d'ici à 2027, une réduction de 35 de nos émissions par rapport à une baseline de 2019 pour notre scope 1 et 2, de moins 20 pour notre scope 3, et puis d'avoir un engagement de nos fournisseurs pour être eux-mêmes engagés sur cette route de décarbonisation à 50 d'ici à 2025. Vous vous basez beaucoup sur les innovations, vous le dites, hein, vous êtes une entreprise aussi technologique. Quelles sont les innovations justement, et c'est le sujet de ce podcast, quelles sont les innovations que vous développez en faveur du développement durable? Le deuxième pilier de notre stratégie, qui a trait plus à tout ce qu'on appelle le handprint, donc ce que nos solutions et ce que l'innovation de nos solutions peuvent permettre chez nos clients pour réduire eux-mêmes leur empreinte carbone. Et donc en fait, ce qu'on a pu mettre à jour à travers un exercice qu'on a fait ces 2 dernières années, on a pu montrer qu'aujourd'hui, dans nos solutions existantes, on avait déjà près de 40 de notre portefeuille de solutions qui étaient alignés avec la taxonomie européenne, la Green Taxonomy. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de 40 de nos solutions existantes qui permettent déjà de réduire les émissions de CO2 chez nos clients par la mise en place d'une solution, en réduisant les matériaux utilisés, en réduisant le poids des produits, en optimisant le design des produits et en accélérant la recyclabilité et la fin de vie des matériaux. Et donc, c'est le cas à la fois sur la réduction des émissions de CO2, mais également sur l'augmentation de la circularité et donc de la recyclabilité des matériaux. Et donc, on a été bien plus loin que de le dire, hein, c'est pas simplement nous qui le disons, mais par cet exercice que nous avons conduit, qui a été certifié par un tiers indépendant sur la méthodologie et certifié par nos commissaires aux comptes, on a vraiment démontré et quantifié l'impact que ces solutions avaient chez nos clients. Et juste pour vous donner un exemple, on a pu voir à travers ces études de cas qu'on pouvait réduire de près de 150 kilos par modèle de voiture l'utilisation des matériaux, ce qui est très, très important. On pouvait également augmenter la recyclabilité des matériaux de près de 30 chez un grand producteur de consumer goods et de packaging. Donc, c'est des vrais impacts quantifiables et réels. Donc ça, c'est la capitalisation de ce qu'on a qui est existant. Mais bien entendu, aujourd'hui, on rentre dans l'ère vraiment de l'IA générative qui permet une meilleure simulation. Et demain, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire qu'on va pouvoir, à travers des solutions de simulation, à travers notre logiciel Simulia, on va pouvoir imaginer des nouveaux matériaux qui seront encore plus recyclables et qui seront encore plus optimisés. Axel, vous vouliez réagir? Je voulais juste surenchérir, enfin donner notre exemple hein, entre notre génération 1 et notre génération 2 de systèmes. Donc la génération 2, c'est celle qui a été conçue complètement avec les outils d'Assaut Systèmes. On a réduit de 90 la quantité de béton pour construire une usine et de 90 la quantité d'acier inoxydable, qui est la partie un peu clé de nos fours. Donc on ne parle pas de petits ajustements, on parle de changements massifs. Alors évidemment, pour faire ça, il faut changer le design, il faut être capable de simuler le design, mais il y a vraiment, par rapport à ce que font d'autres entreprises qui essaient de construire des équipements pour produire du biochar, on a une solution qui est radicalement différente, avec disons une efficacité et un footprint climatique, puisqu'à la fin, pour produire ce béton ou produire cet acier inoxydable, il faut des émissions de CO2 parce qu'il faut chauffer, enfin voilà. Et donc là, on a des usines dont l'empreinte carbone elle-même est beaucoup plus faible, ce qui va nous permettre, quand on produit notre biochar, comme il faut amortir les émissions de construction de l'usine, on va amortir beaucoup moins d'émissions. On utilise souvent neutralité carbone et net zéro comme deux termes de manière interchangeable. Est-ce que c'est vraiment le cas, vous qui travaillez au plein cœur de ce sujet? Non, pas du tout. Et même si certains, en fait, entretiennent un peu à dessein la confusion. Donc, la neutralité carbone, c'est l'idée de dire, bon, moi j'ai émis 1 tonne de CO2 dans mon process industriel, dans ma supply chain, etc. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on émet du CO2, le CO2, c'est une molécule extrêmement stable. Donc elle va rester des milliers d'années dans l'atmosphère et elle va contribuer, alors marginalement si on parle que d'une molécule, puis elle va contribuer à chauffer la planète.
d'accord? Et le CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc, la neutralité carbone, ça consiste à dire, oui, en fait, j'évite quelque part une émission de CO2 dont on n'est pas complètement sûr parce que le calcul de la baseline est toujours compliqué. Et avec ça, je m'auto-absous d'avoir émis une tonne de CO2, cette fois-ci réellement. Alors, ça a été, disons, l'essentiel des activités de compensation carbone ont eu lieu au travers de dispositifs comme ça, ont toujours lieu d'ailleurs en volume. C'est très remis en cause d'un point de vue scientifique sur la matérialité réellement des émissions évitées par différents systèmes qui peuvent être protéger des forêts, installer des systèmes de cuisson dans les pays du Sud pour éviter de brûler du bois, voilà, ce genre de choses. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais par contre, l'impact climatique est très questionnable et très questionné. Et il y a eu récemment un certain nombre de scandales. Philippine, une réaction? Pour compléter ce que disait Axel, effectivement, les crédits carbone, c'est quelque chose qui ont besoin, je pense que ça fait ressortir, d'ailleurs dans ta réponse, l'idée qu'en fait, fondamentalement, ce qu'il faut, c'est s'atteler à vérifier les faits et donc la science autour de ces émissions évitées et notamment, du coup, l'usage de ces crédits carbone a permis une plus grande flexibilité et un amorçage, en fait, des transformations pour plusieurs industries pour qui c'était compliqué. Aujourd'hui, il faudrait pas qu'il y ait un abus et il faut s'assurer, de la véracité de ces évitements et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, au-delà de tout ça, il faut vraiment, un organisme indépendant de vérification reconnu qui puisse être mis en place et qui puisse faire foi au niveau international. Au niveau international, on a SBTi qui est une espèce d'organisme qui essaie de définir le lien entre la science et le business et de définir qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ce qui est sûr, c'est que si on n'enlève pas une tonne de CO2 pour compenser une tonne de CO2 qu'on a émise, on se raconte des histoires. Et le fameux net zéro, c'est quoi? C'est de dire, c'est le GIEC qui a commencé à utiliser ce terme-là, c'est de dire, ben, en fait, au niveau global de la planète, on va réduire toutes les émissions possibles, on va changer les process industriels, on va passer sur des énergies renouvelables, sur de l'électrique, etc., etc. Mais il va rester pendant très longtemps une part assez incompressible, notamment liée à l'agriculture et notamment liée à certains process très difficiles à décarboner. Et donc, si on veut arrêter l'augmentation de la température, l'objectif, c'est qu'en 2050, le monde soit net zéro, c'est-à-dire qu'on enlève ce qu'on va être obligé de continuer à émettre. Alors, ce qu'il faut enlever, c'est, le GIEC dit, 5 à 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce qui est un enjeu industriel absolument gigantesque. Alors, 5 à 10 milliards, ça peut paraître un peu abstrait, dès qu'il y a beaucoup de zéros, on s'y perd. Le secteur du pétrole et du gaz combinés extrait 6 milliards de tonnes par an. Et on voit toute l'industrie qu'il a fallu déployer, les forages, les plateformes, les tankers, les pipelines, etc. Ben là, il faut faire le voyage inverse, on pourrait dire, à 5 à 10 milliards de tonnes, donc même ordre de grandeur. Et donc, le monde net zéro, il est beaucoup plus exigeant que le monde de la neutralité carbone. Parce que là, on rigole pas. Là, on compte vraiment, est-ce que j'ai vraiment enlevé le CO2? Et par ailleurs, est-ce que je l'ai enlevé sur une durée similaire à la durée de permanence de mon émission de CO2? Et donc, évidemment, ces fameux crédits carbone, on utilise le même terme pour des émissions évitées, pour de la séquestration court terme ou de la séquestration long terme. Les crédits carbone ne vont pas du tout avoir le même bénéfice climatique et vont pas avoir le même prix suivant. On est dans la catégorie, on va dire, des émissions évitées qui sont un peu des indulgences, quelquefois de l'arnaque, et des crédits carbone qui correspondent réellement, de manière très mesurable, à du CO2 qu'on a enlevé. Et effectivement, derrière, il faut de la confiance, ce que disait Philippine, il faut de la confiance, donc il faut des organismes certificateurs qui puissent vraiment garantir que le CO2 a vraiment été enlevé. Parce que sinon, sur un marché naissant comme celui-là, qui a déjà eu, sur le cadre des émissions évitées, pas mal de scandales, c'est le meilleur moyen pour perdre du temps, alors qu'on est déjà très en retard. On n'a plus que 25 ans pour construire les volumes de captation de CO2 qui permettront d'avoir un monde net zéro. On va arriver malheureusement à la fin de ce podcast. Peut-être, Philippine, un mot de conclusion par rapport à tout ce que vient de nous expliquer Axel et par rapport à ce que peut proposer Dassault Systèmes. Est-ce que déjà vous êtes optimiste? Parce que c'est vrai qu'on est tous à espérer ce fameux net zéro en 2050. Votre action à travers Dassault Systèmes y contribue. Voilà, quelle conclusion vous pouvez tirer de ce podcast et quel message peut-être d'espoir pour qu'on reparte un peu le cœur un peu plus léger en ayant fini ce podcast?
Je pense que aujourd'hui, ce que Axel a évoqué et ce que j'ai évoqué avec la capitalisation des solutions existantes déjà chez Dassault Systèmes, on n'est pas en train de dire que la technologie va tout sauver. En revanche, ce qu'on dit, c'est que on a les éléments qui montrent que les solutions existantes peuvent aujourd'hui déjà faire une énorme marche du chemin et qui nous permet de continuer à avancer vers encore plus d'innovation qui permettront de remplir le dernier mètre. Mais aujourd'hui déjà, en capitalisant sur les solutions existantes, on peut réduire de manière significative les émissions de CO2. Et comme vous avez commencé en citant Fatih Birol, je dirais également que l'AIE a toujours dit que effectivement, il y avait au moins 70% des émissions qui restaient à éviter qui pouvaient l'être en mettant en place plus d'optimisation et d'efficacité énergétique. Si on reprend les chiffres qu'Axel a donnés tout à l'heure, grâce aux solutions de Dassault Systèmes, Net Zero est 80% plus efficace que d'autres usines utilisant la même technologie. Donc, grâce à l'efficacité énergétique, grâce à la mise en place de logiciels qui favorisent cette optimisation, on peut déjà être optimiste. Merci Axel et Philippine, merci aussi à toutes les auditrices et les auditeurs de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode de Jeune Pousse, le podcast dédié aux initiatives à impact.